ce n'est pas parce que nous n'avons plus les moyens de vous guérir qu'il ne vous reste pas du temps à vivre. Cette phrase-là, elle est essentielle. Laissez à celui qui va mourir le temps qui lui appartient. Et moi, j'ai assisté à cette tâche intérieure que fait celui qui sait qu'il va mourir et qui consiste au fond à dire au revoir, à déposer une parole, un geste, un regard chez ceux qui l'accompagnent. Cet au revoir-là, eh bien, c'est ce qui permet de mourir, c'est ce qui va permettre à la personne de lâcher son corps. Donc finalement, j'ai le sentiment que c'est une loi qui va, au fond, permettre de faire l'économie de l'accompagnement. Quand les personnes auront le sentiment et la peur de souffrir, le sentiment qu'elles vont être abandonnées au dernier moment, elles n'auront pas d'autre choix que de demander la mort. Donc ça contrevient complètement à ce qui a été mon expérience et ce que je défends, c'est-à-dire l'engagement à ne pas abandonner quelqu'un. C'est ça dont les gens ont besoin, d'un médecin, de famille, de gens qui vont leur dire « nous ne vous abandonnons pas ». Je m'appelle Marie de Henzel, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste jungienne dans la première unité de soins palliatifs française et européenne. J'ai accompagné environ 3000 personnes pendant ces 10 années où j'ai été la psychologue de ce service pionnier. C'était l'hôpital universitaire de Paris qui aujourd'hui est devenu l'Institut Montsouris. Est-ce que vous diriez que la toute fin de vie se décompose toujours de la même manière chez les mourants? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut traverser avant de mourir? À l'époque où je suis entrée dans ce service de soins palliatifs, c'était une époque où on ne disait pas la vérité aux patients. On essayait de les traiter et puis les médecins se rendaient compte effectivement qu'ils avaient atteint leurs limites, mais au lieu de dire la vérité, ce que l'on fait aujourd'hui, à l'époque, on disait on va vous mettre dans un service où vous serez très bien, un service de repos, et puis on laissait croire aux gens qu'ils allaient ressortir. Et donc, on voyait arriver des gens qui étaient extrêmement angoissés parce que le corps sait bien, notre corps sait si nous allons mourir et quand. Enfin, il ne sait pas l'heure à laquelle nous allons mourir, mais il sait qu'on s'approche de sa mort. Donc, les personnes qui arrivaient dans ce service, elles savaient au fond d'elles-mêmes qu'elles étaient à quelques semaines, quelques jours de leur mort, mais on ne leur disait pas. Et cette conspiration du silence était à l'origine d'une grande angoisse. Donc, l'originalité de ce service, c'est que nous avions décidé, quand les gens arrivaient, de leur dire la vérité. Je me souviens très très bien du médecin qui s'asseyait, qui refaisait l'histoire de la maladie avec la personne. Voilà, les traitements, quand vous avez eu cette maladie à telle date, les traitements qu'on vous a donnés. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus vous guérir. Nous n'avons plus les moyens. Mais, rajoutait-il, ce n'est pas parce que nous n'avons plus les moyens de vous guérir qu'il ne vous reste pas du temps à vivre. Vous voyez, cette phrase-là, elle est essentielle. Laissez à celui qui va mourir le temps qui lui appartient. Et nous savions très bien qu'il y a des personnes qui, après cette conversation, pouvaient s'éteindre très très vite, en quelques jours, et puis d'autres, ce que Elisabeth Kubler-Ross appelle « unfinished business », c'est-à-dire régler plein de choses qui n'ont pas été réglées. Quand j'ai rencontré François Mitterrand 12 ans avant sa mort, et qu'il m'a dit que les médecins lui avaient donné peu de temps à vivre, je me souviens que je lui ai dit « mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre ?» Ce temps dépend du désir de vivre, de ce qu'on a encore à faire sur Terre, et j'avais rajouté des forces de l'esprit. Et j'ai vu dans son regard que j'avais dit exactement ce qu'il attendait. Et il a vécu 12 ans, alors qu'effectivement, il était arrivé à la fin de son espérance de vie médicale. Et une fois que le médecin prend ce temps-là de dire la vérité, qu'avez-vous généralement observé chez la personne malade après? Les personnes étaient apaisées parce que le discours du médecin correspondait à ce qu'ils sentaient dans leur corps.
Je me souviens d'une femme qui était d'un pays européen voisin et qui s'est mise à téléphoner à tous ses amis, à dire au revoir à tout le monde. Et puis, elle a eu une rémission, curieusement, personne ne s'y attendait. Et je me souviens d'elle quittant le service de soins palliatifs sur ses talons hauts, partir, et elle est revenue 6 mois plus tard. Donc on voit que cette parole de vérité est une parole qui non seulement désangoisse, mais peut aussi redonner de l'énergie. Alors, à l'époque où j'étais psychologue en soins palliatifs, c'était l'époque SIDA. Tout le monde savait que c'était inguérissable. Les jeunes patients qui arrivaient dans le service, ils savaient qu'ils allaient mourir. On ne pouvait pas leur raconter d'histoire, tout le monde le savait. Et ça, cette période-là, elle a fait beaucoup réfléchir. Eh bien, ce temps qu'il leur restait, ils voulaient en faire quelque chose. Et moi, j'ai assisté à ce que le psychanalyste Michel de Musan appelle le travail du trépas, c'est-à-dire cette tâche intérieure que fait celui qui sait qu'il va mourir et qui consiste au fond à dire au revoir, à déposer une parole, un geste, un regard chez ceux qui l'accompagnent et qui, comme disait Michel de Musan, il dit que le travail du trépas, c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est une belle expression qui suggère une sorte d'accouchement de soi. J'ai été témoin de ça des centaines de fois. Cet au revoir-là, eh bien, c'est ce qui permet de mourir, c'est ce qui va permettre à la personne de lâcher son corps. À une époque où on se pose la question de ce que c'est que aider à mourir, eh bien, il n'y a pas que des médicaments qui aident à mourir. La parole délivre, se parler, dire ce qu'on a à se dire. Parce que le revoir, ce n'est pas seulement la personne qui est proche qui vient dire au revoir, mais l'autre a aussi des choses à dire. Il y a quelquefois des réconciliations au lit des mourants qui sont très émouvantes. Il y a des paroles de sagesse qui sont dites. Par exemple, je peux partager avec ceux qui m'écoutent cette parole qui m'a été donnée par une personne que je ne connaissais pas, dans la chambre de laquelle je suis rentrée. Un jour, j'avais lu son dossier, mais je ne la connaissais pas. Je savais qu'elle était tout à fait dans ses derniers jours. Et je me suis assise à côté d'elle, et c'était une femme pas très âgée. Je me souviens qu'elle m'a pris la main avec une force. Je me souviens encore de cette force. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Mon enfant, n'ayez peur de rien. Vivez tout ce qui vous est donné de vivre, parce que tout est un don de Dieu. » Alors j'étais très étonnée de cette parole qui m'était donnée, de quelqu'un que je ne connaissais pas. Je suis sortie de la chambre et elle est morte une demi-heure plus tard. Donc elle avait besoin de dire cela à quelqu'un. C'est tombé sur moi. Mais donc je n'ai jamais oublié. Vous voyez, il y a ce besoin de dire quelque chose de fort. C'est ça le travail du trépas, avant de mourir. Vous avez des souvenirs de ce que cette parole peut libérer aussi chez la personne qui reste ? Je me souviens d'une dame qui est venue dans mon bureau en pleurs, en me disant « Voilà, mon mari vient de tomber dans le coma. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Et puis, eh bien, ce sont des paroles que je n'ai pas pu lui dire. Maintenant, il est dans le coma et c'est fini. » Je lui ai simplement dit « Mais vous savez, dans le coma, les gens sentent. » Je ne sais pas s'ils entendent, mais ils sentent la qualité affective de ce qui est dit. Je l'ai donc invité à retourner au chevet de son mari, qui effectivement était tombé dans ce qu'on appelle un coma agonique. Ce n'était pas un coma provoqué par la médecine, un coma naturel. Puis elle est revenue me voir 2 heures après et elle me dit « J'ai fait ce que vous m'aviez proposé de faire, je suis retournée, j'ai pris la main de mon mari, je lui ai parlé. Je lui ai dit que je l'aimais et j'ai vu une petite larme qui a coulé le long de sa joue. Il n'a pas ouvert les yeux, il n'est pas sorti de son coma, mais une petite larme. Il dit « J'ai eu ma réponse, je sais qu'il m'a entendu.
Je sais qu'il a perçu ce que je lui disais. Donc voilà, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et, et maintenant je suis très très apaisée et cet homme est mort peu de temps après. Est-ce que pour tous ceux qui vous écoutent et qui sont au chevet d'un être aimé mourant, vous pouvez redire ce qu'il faut avoir comme geste, comme parole, comme accompagnement? Alors ce que je voudrais dire à ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui ont un proche, quelqu'un ou un ami ou qui vit ces derniers moments, écoutez, allez le voir. Allez le voir. Ne vous posez pas la question de savoir quoi dire, quoi faire, parce que ça, tout le monde se pose ces questions, mais je pense que allez-y, allez-y, entrez dans la chambre, asseyez-vous, établissez un contact tactile, quel qu'il soit, la main, posez une main sur un genou, sur le front, enfin, quel que soit le... Et puis, dites à la personne, la situation est grave, je pense que nous savons que tu vas partir, nous ne savons pas quand, mais que tu vas partir, et j'ai besoin de te dire certaines choses. Et laissez parler le cœur. Laissez parler ce que vous avez sur le cœur. Ça viendra tout seul, parce que nous savons tous, en fait, chacun ce que nous pourrions dire. Restez là, en silence. Vivez le silence avec l'autre, respirez avec l'autre. Peut-être vous pouvez dire une chose qui lui dit voilà, je te garde de toute façon dans mon cœur. Ou vous pouvez évoquer un souvenir que vous n'oublierez jamais. Quelque chose qui restitue à l'autre la place qu'il a eue dans votre vie. Je n'oublierai jamais ton sourire, je n'oublierai jamais ton regard. Sache que même quand tu auras quitté ce monde, tu resteras là, présent pour moi. Et puis, partir. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient essayé d'être omniprésents, d'être là 24 heures sur 24, et puis ils sont partis aux toilettes ou prendre un café. La personne meurt juste à ce moment-là. Sachez que c'est universel. Ça arrive presque tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas dans la tête de celui qui meurt, mais j'ai une hypothèse. Je pense qu'il est fort probable que pour mourir, pour lâcher son corps, on ait besoin d'un moment de silence et d'être seul. Je fais donc part de mes observations à la mère de Valérie, qui me demande en effet pourquoi sa fille, qui exprimait il y a 3 semaines son désir de mourir, juste avant de tomber dans le coma, est toujours en vie. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui ne soit pas prêt à la mort de Valérie ? La femme semble chercher, mais ne trouve pas. Il lui semble que tout le monde s'est préparé depuis longtemps, tout au long de ces 8 mois si intenses, si pénibles par moments. Je lui dis simplement qu'on pense parfois être prêt, mais quelque chose en nous retient celui qu'on aime. N'est-ce pas terrible pour une mère de voir mourir sa jeune fille ? On a beau s'y préparer, une part de soi refuse et se cabre. Mon interlocutrice le sait bien, elle qui a appris comme moi à écouter l'inconscient. Le lendemain de cette conversation, Valérie est toujours là dans son sommeil. Elle ne réagit plus depuis longtemps, ni quand on l'appelle par son prénom, ni quand on la touche. Elle semble être vraiment dans un coma profond. À midi, son père et sa mère arrivent, accompagnés d'un bénévole qui s'était beaucoup attaché à elle ces derniers temps. Ensemble, autour du lit, ils entourent Valérie. Sa mère prend alors la parole et s'adresse à sa fille avec chaleur, avec émotion. « Ma chérie, nous sommes là autour de toi, nous t'aimons. Tu nous as apporté à travers ta vie et surtout les derniers temps de ta maladie, tant de choses que nous ne pourrons jamais assez te remercier. Sois bénie et va ton chemin. Nous restons avec tout ce que tu nous as laissé de si précieux et qui nous aidera à continuer notre chemin sans toi. Va maintenant. » À cet instant précis, Valérie est sortie de son profond coma. Elle a ouvert les yeux, a regardé ses parents, puis elle leur a fait un petit signe de la main en disant « ciao ».
d'une manière un peu désinvolte, comme elle le faisait toujours, et son souffle s'est suspendu sur ce dernier au revoir. C'était fini. Il y a une proposition de loi, un texte sur le droit à l'aide à mourir, qui est débattu au Sénat en ce moment et qui veut autoriser l'euthanasie. Est-ce que vous pensez que cette manière de mourir contrevient à ce que vous venez de raconter ? À l'heure où nous parlons, c'est encore une proposition de loi. La loi n'est pas votée, Cette loi est une loi par défaut, parce que dans beaucoup d'endroits en France, on sait très bien que les soins d'accompagnement, les soins palliatifs n'existent pas. Donc il y aura des endroits dans lesquels les personnes pourront choisir effectivement entre demander la mort, un acte létal, et puis demander un accompagnement et des soins, mais tous les autres endroits dans lesquels il n'y aura pas ce choix. Donc finalement, j'ai le sentiment que c'est une loi qui va, au fond, permettre de faire l'économie de l'accompagnement. Quand les personnes auront le sentiment et la peur de souffrir, le sentiment qu'elles vont être abandonnées au dernier moment, elles n'auront pas d'autre choix que de demander la mort. Donc ça contrevient complètement à ce qui a été mon expérience et ce que je défends, c'est-à-dire l'engagement à ne pas abandonner quelqu'un. C'est ça dont les gens ont besoin, d'un médecin, de famille, de gens qui vont leur dire « nous ne vous abandonnons pas ». Si vous souffrez, on vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous ne souffriez pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous prolonge, eh bien, et si vous n'avez plus faim ni soif, si vous voulez vous éteindre doucement comme une petite bougie, eh bien, nous respecterons cela. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui choisissent de consentir à mourir, c'est-à-dire de se dire je ne m'accroche plus à la vie, je ne veux plus manger ni boire parce que je n'ai plus faim ni soif, et je vais tout simplement, je dirais, glisser doucement et m'éteindre comme une petite bougie. Or, nous sommes dans une société où ces personnes-là, on va les forcer à s'alimenter, on va mettre une perfusion. C'est cette société-là qui va voter une loi pour permettre de faire à ces personnes-là une injection. Vous voyez, je dirais, l'absurdité dans laquelle nous sommes. Dans le monde médical, on sait que la mort est perçue comme un échec, oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est beaucoup dans l'acharnement thérapeutique. Je dirais, si vraiment on faisait une bonne application de la loi, quand on endort quelqu'un, on ne l'hydrate pas. C'est une anesthésie générale et la personne va s'éteindre parce que tout simplement son corps ne va pas pouvoir survivre au fait de ne plus être alimenté ni hydraté. Donc en 48 heures, la personne meurt. Et aujourd'hui, on vous fait des récits de sédation dans lesquels on vous dit les gens ont été en sédation pendant plusieurs semaines. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise application de la loi? Vous voyez? Aux parlementaires, j'ai envie de dire d'abord, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez voter? Vous franchissez une ligne rouge. Demandez à ce que cette loi soit vraiment appliquée. Je dirais aux médecins, formez-vous au traitement de la douleur, formez-vous à la pratique de la sédation profonde et continue. De votre accompagnement de ces milliers de personnes au soir de leur mort, que retenez-vous s'il y avait une chose? Alors les trois choses fondamentales que j'ai découvertes dans cette expérience de l'accompagnement de personnes qui allaient mourir, c'est d'une part que la mort fait partie de la vie et qu'il ne faut absolument pas la mettre de côté. Il faut au contraire vivre avec cette conscience de la finitude. La deuxième chose, c'est que nous ne savons jamais qui est l'autre. Nous sommes, dans mon dictionnaire amoureux de la solitude, j'ai parlé de cette solitude ontologique que nous avons tous. Nous sommes profondément seuls parce que personne ne peut vraiment comprendre qui nous sommes et nous ne comprendrons jamais qui est l'autre. Personne ne peut mourir à notre place, personne ne peut vivre à notre place. Donc quand on est conscient de cela, eh bien, on sait que l'autre est un mystère. Et puis, la troisième chose, c'est qu'effectivement, personne n'a jamais
je dirais, dit son dernier mot. Lorsqu'on s'occupe de quelqu'un qui est très très fragile, très vulnérable, qui est au seuil de la mort, eh bien, cet acte même du soin, de l'accompagnement, est un acte qui nous rend beaucoup plus généreux, beaucoup plus humains, qui fait appel au meilleur de nous, aux ressources que nous avons, les ressources internes, les ressources je dirais, d'humanité, oui, de tendresse, de douceur que nous avons. Ça fait appel à cela. Ça m'a révélé mon humanité et la certitude, ça aussi, que c'est cela qui permet aux gens de mourir. Ce n'est pas une injection létale, ce n'est pas une pilule ni une boisson que l'on va prendre pour se tuer. Non, ce qui aide à mourir, c'est la présence en contact avec l'autre, où l'autre ne se sent pas abandonné, c'est ça qui aide à mourir.